promouvoir la résilience communautaire face aux inondations dans la commune de Thiès-Nord. Un projet dont la première phase a pris fin en 2023, mais nous sommes donc dans une démarche où on a une nouvelle phase qui commence à partir de 2024 jusqu'en 2027 et où on aura donc à étendre nos activités. Donc pour nous aussi, c'était important de pouvoir échanger avec les principales parties prenantes au niveau de Thiès sur certaines réalisations qui ont été effectuées jusque-là. Avoir aussi donc certaines leçons apprises pour voir comment avancer dans la suite. En parallèle donc de ce projet, on avait aussi d'autres initiatives complémentaires. Vous le verrez par la suite lors des présentations, avec un projet qui est très axé sur les systèmes d'alerte précoce. Toujours sur la thématique face aux inondations. Et donc c'est un moyen aussi pour nous, comme je le disais, de pouvoir partager ce qu'on a eu à faire jusque-là et voir un peu les possibilités d'améliorer suivant aussi vos perspectives et recommandations. Dont Aline a parlé, mais aussi les alertes, ce qu'on a eu à faire, les leçons apprises, mais aussi les perspectives et les suggestions que vous aurez à nous donner. Donc sur ce, je nous souhaite à tous de bons travaux et nous vous remercions de votre présence ici. Moi, c'est M. Isaac Ndiaye, le président de la Croix-Rouge départementale de Thiès. Je vais devoir remercier tous ceux qui sont déjà là et qui ont eu à accompagner. D'abord, remercier Practical Action et tous les partenaires qui tournent autour et qui sont là présents ce matin, n'est-ce pas, pour accompagner, continuer vraiment à suivre le travail qui a été déjà établi par Practical Action. Donc, tous ces partenaires qui ont été là et qui n'ont ménagé aucun effort à accompagner les actions de Practical, nous leur souhaitons vraiment la bienvenue. Et comme l'a dit M. Ndiaye, c'est d'amener encore une fois des idées pour la consolidation de cette seconde phase qui, nous espérons, vraiment sera vraiment le meilleur pour la communauté. Thiès Nord, donc commune bénéficiaire quand même des programmes de Practical depuis 2021. Donc au nom de la collectivité que je représente, je souhaiterais remercier déjà nos partenaires qui sont là aujourd'hui, à commencer par Practical qui depuis 2021 est venu nous voir. Il nous a proposé un projet qui nous a fait voir en fait qu'il y avait un maillon qui nous manquait au niveau de la collectivité, le maillon d'anticipation, donc qui nous a permis de développer pas mal d'activités qui aujourd'hui nous valent des succès au niveau des quartiers cibles. Avec donc la formation de groupes aujourd'hui capables de prendre en charge des actions d'anticipation, mais également de prise en charge de la problématique inondation. Donc ça ne s'est pas arrêté à ce niveau-là. D'autres partenaires se sont joints au processus par la suite. Il y a la Croix-Rouge qui est venue, qui avait donc des projets un peu dans ce sens-là. Donc le link était fait à ce niveau et on a pu avec développer pas mal de choses au niveau pour le bénéfice de nos communautés. Et par la suite, il y a Djokolante qui est venu, bien fort heureusement, pour permettre quand même d'avoir une certaine communication directe avec les populations sur le système d'alerte, donc qui peut permettre aux populations de savoir que tel jour il y aura tel ou tel et pluviométrie et donc prendre des mesures d'anticipation. Donc c'est vraiment une chaîne qui a été ainsi constituée qui aujourd'hui nous permet de vraiment de ne pas, enfin, on n'est pas arrivé au niveau qu'on voulait, mais on a quand même un certain savoir-faire au niveau des communautés qui aujourd'hui donc sont capables à un certain niveau d'anticiper et de prendre en charge la problématique d'inondation. Et donc cette collaboration s'est poursuivie avec l'école polytechnique aujourd'hui pour d'autres problématiques en termes de gestion des déchets, en termes de recyclage, etc. Donc vraiment nous, au nom des différentes communautés de Thiès, parce que je dis communauté, collectivité, excusez-moi, c'est parce que c'est pas seulement la commune Thiès Nord qui bénéficie aujourd'hui
aujourd'hui, on a touché d'autres collectivités comme la commune Thiès-Est qui ont pris le train en marche. Donc, c'est au nom de ces différentes collectivités que je remercie nos différents partenaires. Et donc, cette journée de capitalisation, moi, je l'ai voulu depuis longtemps. J'en ai parlé à Lyon à un moment donné. Parce qu'à un moment donné de la vie de projet, ce serait bien de s'arrêter et de voir ce qu'on a fait, de capitaliser les réussites, également de réfléchir sur les échecs pour pouvoir mieux rebondir. Donc c'est tout heureux aujourd'hui que cette cérémonie, cet atelier-là se tienne. Je pense qu'on va avoir de bons moments d'échange qui vont se poursuivre au-delà de cette journée, hein, parce qu'on a fait beaucoup de choses. Et les différents groupes d'acteurs qui ont fait des choses, peut-être tout le monde n'est pas là. Et donc les jours à venir, ce serait bien de les contacter pour vraiment avoir un niveau de capitalisation assez important. Voir la résilience communautaire face aux inondations dans la commune de Thiès-Nord. Comme nous le disions donc ce matin, ça a été un peu le projet qui avait servi de base à notre travail sur la résilience face aux inondations dans la commune donc de Thiès-Nord. Donc, juste pour donner des éléments donc de contexte par rapport à ce projet, c'est que ce projet a été financé dans le cadre d'une initiative qui est dénommée l'Alliance de Zurich. L'Alliance de Zurich, c'est une initiative axée un peu sur la prévention face aux inondations et qui regroupe beaucoup d'acteurs de différents secteurs. Et donc, comme des ONG, comme Practical Action, la Croix-Rouge aussi est membre de cette initiative, des organisations de recherche aussi, mais aussi des acteurs aussi du secteur privé. Et vous pouvez voir sur cette carte que différents projets ont été menés sous cette initiative, vraiment à travers donc, le monde, notamment en Amérique latine, en Asie du Sud et aussi au niveau de l'Afrique. Donc le Sénégal est le premier pays francophone où on a pu mettre en place ce projet. Donc avec l'objectif, comme je l'ai dit, vraiment de mettre l'accent sur la résilience donc face aux inondations, en mettant donc ce focus sur la phase de préparation, plutôt que d'attendre qu'il y ait la catastrophe pour mener des investissements en termes de relèvement et de rétablissement. Et ce qui a été aussi un petit peu au cœur en termes de message, c'est qu'on s'est rendu compte que par rapport à certaines études qui ont été menées, que le fait d'investir un montant vraiment limité, là vous voyez 1 euro d'investi dans la prévention, permet de réduire 5 euros de pertes futures. C'est vraiment de montrer l'importance d'investir vraiment dans cette phase de préparation pour justement réduire les dommages qui peuvent survenir si on est en présence d'une inondation donc particulièrement importante. Et dans le même temps, ce dont on s'est rendu compte, c'est que les investissements donc, qui sont dédiés dans cette phase de réduction des risques sont très limités, de l'ordre de 13%, alors que dans le même temps, près de 87% sont affectés à la phase donc, de rétablissement et de relèvement. Et donc, au niveau de cette initiative, donc l'Alliance de Zurich, on a donc commencé notre travail en proposant différentes solutions. Par exemple, notre travail avait commencé tout juste au départ en essayant de faire donc différentes recherches, par exemple en essayant donc de publier certains articles sur les inondations, de partager aussi donc des études donc de chercheurs. Et on a pu mettre en place un portail d'information sur la résilience face aux inondations. On a notamment débuté ce travail avec une organisation comme IED Environnement, donc IED Afrique. Mamadou Ndong Touré, ici présent, a eu à travailler avec nous donc, depuis le départ du projet et a fortement contribué donc, à sa mise en place. Un second outil aussi qu'on a distingué et cela nous a même profité lors du démarrage du projet parce que si vous vous rappelez, en 2020, il y avait eu des inondations très importantes. Donc on a eu à mener une étude donc, pour évaluer un peu ces inondations de 2020 en discutant avec les principaux acteurs concernés. Par exemple, on est allé voir des structures comme l'ANACIM, la direction de la prévention et de la gestion des inondations, voilà, les sapeurs-pompiers. Donc vraiment pour avoir eux, le ressenti par rapport à ce qui s'était passé en 2020, quelles ont été les limites et quelles sont les recommandations que l'on pourrait tirer. On a aussi eu à voir des acteurs de la recherche comme l'École polytechnique de Thiès, voilà, la Croix-Rouge aussi. Et donc cela nous a amené notamment à faire des publications
Parce que quand on discutait avec ces acteurs, ce qu'ils mettaient surtout en avant, c'est les déficits qu'il y avait en termes de système d'alerte précoce, mais aussi sur les aspects liés à la planification urbaine, avec cette problématique de l'urbanisation très rapide. Donc là, vous pouvez voir un peu des publications qu'on a eu à faire donc, à partir donc, de cette étude. Un autre élément aussi, donc, et qui est vraiment l'élément de base dans le cadre donc, de notre projet, c'est un outil qui s'appelle l'outil de mesure de la résilience à l'échelle communautaire. C'est-à-dire, c'est un outil qui nous a permis de collecter des données de différentes sources. Par exemple, on a eu à mener des enquêtes au niveau donc, des ménages, on a eu à faire des focus groups donc, où on regroupait donc, différents acteurs donc, de secteurs spécifiques pour vraiment discuter avec eux sur cette problématique. On a fait aussi des entretiens individuels et on s'est appuyé aussi sur des données secondaires, donc des études qui ont été menées. Donc tout ça pour nous permettre un peu d'avoir une idée des impacts donc, des inondations en considérant un certain nombre d'indicateurs de résilience. Au total, on a distingué près de 44 sources de résilience qui vont d'indicateurs, par exemple, sur les aspects liés au capital humain, si on s'intéresse à l'éducation ou à la connaissance des risques des communautés, par exemple le capital social aussi, pour essayer de voir quelles sont les initiatives qui sont mises en œuvre au niveau donc, local pour faire face aux risques d'inondation. Dans la zone du Sahel, avec de nombreux morts, mais on sait au Sénégal qu'on vit les inondations depuis un bon bout de temps quand même. Et le contexte sénégalais et nigérien, c'est un contexte différent. Et dans la mesure où notre inondation c'est souvent liée aux pluies de manière générale, avec l'aménagement et ainsi de suite, sauf peut-être dans la vallée du fleuve Sénégal. Mais au Niger, ils sont beaucoup plus confrontés aux crues du fleuve Sénégal. Donc on a deux cas spécifiques. Donc, dans le cadre du Sénégal, on se base également sur la pluviométrie de manière générale qui affecte directement les populations. Et au Niger, c'est un peu, certainement c'est la pluviométrie, mais peut-être beaucoup plus en amont, qui va impacter les communautés au niveau des villes de Niamey avec la crue du fleuve Sénégal. Et pour le contexte de manière générale, ici, on a juste mis à titre de formation au Tchad, au Cameroun, au Nigeria, où on dénombre des centaines de morts. Et donc, cela veut dire que c'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux. Quand on dénombre des centaines de morts, cela veut dire qu'il y a des hectares de parcelles agricoles qui ont été détruites. Et donc, ça va créer aussi d'autres conséquences liées à la sécurité alimentaire, à la pauvreté, ainsi de suite. Donc, les inondations ne se limitent plus juste à une fatigue psychologique, mais va au-delà de cela. Donc ce projet Resalet, vient avec cette approche nouveau basée sur les systèmes d'alerte précoce. Donc il a été déterminé que les pays qui utilisent les systèmes d'alerte précoce ont 8 fois plus de chances de pouvoir réduire les risques, n'est-ce pas, de catastrophes de manière générale. Et aussi 30 fois plus de chances de pouvoir prévenir ou bien de pouvoir résoudre, diminuer l'impact en 24 heures. Donc, les systèmes d'alerte précoce sont quelque chose de très important. Aujourd'hui aussi, quand on parle de systèmes d'alerte précoce, on ne doit pas penser uniquement aux messages radio ou bien la communication qui se fait à travers les téléphones. Ça va au-delà que ça crée, donc il y a tous ces impacts-là. L'autre, c'est le degré d'exposition qu'on a regardé à travers les différents quartiers. Donc d'abord, c'est vrai qu'on est parti vers les quartiers les plus concernés des communes de Thiès Nord et de Thiès Est. Donc dans ces quartiers, on voit déjà que le degré d'exposition au risque d'inondation est très élevé. Seul environ plus ou moins 1% n'est pas très exposé. Et l'exposition n'est pas que ma maison est inondée, ce n'est pas ça uniquement. Mais il faut voir, est-ce que, même s'il y a l'inondation dans le quartier, est-ce que je suis capable de pouvoir peut-être traverser cette zone-là pour aller dans une autre zone pour faire mes activités. Donc il n'est pas spécifique, juste ma maison est inondée, non. Donc c'est le degré d'exposition de manière générale au plus large qu'il faut voir dans ce cadre-là. Donc, il peut avoir des difficultés peut-être pour aller au dispensaire, aller au marché, aller à l'école, ainsi de suite. Donc, il y a ces mobilités-là. Ou bien les coupures de courant.
même si je ne suis pas inondé, mais à cause des inondations, il y a eu coupure de courant, je n'ai plus d'électricité pour faire mes activités. Donc il faut voir ça de manière plus large que juste l'eau est entrée chez moi. Voilà. Donc on a eu également à faire des ateliers d'engagement communautaire. Donc ces ateliers étaient d'abord de présenter un peu le projet et comme Alioune l'a dit, discuter avec les communautés et voir comment eux perçoivent, selon eux, qu'est-ce qui a causé les inondations, quelles sont les propositions qu'ils font. Donc les communautés qui sont ici ont participé également à ces activités-là. Et avec cela aussi, comment ils voudraient collaborer aussi avec Practical Action et aussi les différentes structures avec qui on intervient. Nous avons travaillé ensemble avec Practical Action sur le site. Nous avons eu des leçons apprises et nous avons appliqué certains changements, je vais dire, par rapport à la mise en place de Red Alert. Par rapport à Jokalante, donc ceux qui ne connaissent pas Jokalante, pour le mot seulement, Jokalante, c'est quoi Jokalante? Donc le nom même l'indique un peu, c'est un peu faciliter l'échange, faciliter donc le dialogue. Nous sommes intermédiaires parfois entre des organisations et les populations qui sont en train de servir. C'est par exemple entre les ONG et leurs bénéficiaires, c'est entre les banques et leurs clients, c'est entre le gouvernement et la population sénégalaise. Ce qu'on fait, nous, principalement, c'est plus gérer tout ce qui est communication en adaptant par rapport au contenu, en adaptant par rapport au canal, mais aussi en adaptant par rapport à la cible. Par rapport aux canaux, nous avons plusieurs canaux. Nous avons la voix, que nous utilisons beaucoup, que ce soit avec les agriculteurs, avec ANCAR pour les conseils agricoles, avec ANACIM pour les pêcheurs, que ce soit avec d'autres structures, nous utilisons beaucoup la voix. Et la voix, c'est pas des... On dit beaucoup messages audio, ça ne passe pas sur WhatsApp. Je vais vous expliquer. On a eu un travail que Practical Action a fait auprès des communautés. Ils sont allés voir les communautés avant le début du projet. Ils ont recueilli des numéros de téléphone. Ils ont fait un profilage. Ils ont déterminé qui était dans la communauté, qui était sur une liste des autorités, qui était dans l'association des personnes à mobilité réduite. Nous, à partir de ces numéros de téléphone-là, on pouvait communiquer. Comment on faisait? C'est des enregistrements qu'on faisait à partir de l'information qu'on avait de ANACIM. ANACIM qui est notre collaborateur depuis maintenant plus de 8 ans. Donc à partir des bulletins météo que ANACIM fait, qui est technique, pas facile à déchiffrer pour tout le monde, nous on prend ce bulletin météo-là, on le traduit d'abord en wolof. Mais on ne le fait pas en texte. Donc on traduit et on met en voix. C'est-à-dire quand ANACIM va dire nous prévoyons des phénomènes météorologiques demain qui va toucher Thiès, Dakar, etc. Nous on va mettre un fichier audio. Un fichier audio qui sera paramétré sur notre plateforme. On a une plateforme qui nous permet de faire tout ça et d'envoyer ce message audio-là à la liste de tous les numéros de téléphone que Practical Action nous a remis. Ce sera donc que des appels téléphoniques, comme si c'est moi qui vous appelais. Sauf que c'est une machine qui vous appelle. Donc, l'audio est positionné. Quand l'alerte est disponible, nous lançons l'audio et toute la liste des personnes concernées vont recevoir juste un appel téléphonique, décrocher et écouter l'enregistrement. Ce qui veut dire que le système ne nécessite pas de connexion Internet, ne nécessite pas que la personne ait du crédit téléphonique sur son portable, et ne nécessite pas non plus que la personne ait un smartphone, parce que même sur un téléphone simple, on peut recevoir un appel. C'est juste un appel téléphonique. Et la plus-value par rapport à ça, c'est plus le retour. On a alloué un numéro de téléphone à Practical Action qui sert ce même numéro de téléphone à collecter des feedbacks des populations. Donc à partir de là, ce n'est pas Practical Action qui envoie toujours et que les personnes restent les bras croisés, mais c'est le Jokalante. C'est Amdia Djokhol Diop qui se passe là-bas. Donc nous, on envoie l'information. Si la population a besoin de précision, si la population a des questions à poser, si les autorités, par exemple, veulent plus de précision, ils vont rappeler le même numéro, toujours par appel normal.
Ils vont rappeler le même numéro, ils vont poser leurs questions et c'est enregistré sur la plateforme de Jokalante. Il y a un autre slide prévu à cet effet, je vais vous expliquer ça plus tard. Tout ce qui est évaluation, je pense qu'Alune en a parlé tout à l'heure en disant qu'on est en train d'évaluer notre année 2024. Donc, à la fin de chaque projet, nous avons des enquêtes qu'on fait autant qualitatives que quantitatives pour capitaliser ce qu'on a fait, avoir l'impact de nos activités, les effets à court terme de ce qu'on a fait. Nous avons des partenariats avec les radios communautaires comme les radios commerciales. Beaucoup de promotions de produits et services, ça concerne par exemple les entreprises et les banques. De la redevabilité communautaire, ce serait par exemple mettre un numéro vert sur lequel Madame Cissé par exemple va utiliser pour les violences basées sur le genre. Nous faisons aussi beaucoup de profilage et de ciblage. C'est des enquêtes qui nous permettent d'avoir une base de données structurée à mettre sur notre plateforme. Donc le mécanisme de feedback, c'est les retours dont je parlais tout à l'heure. Le call center, ça va concerner tout ce qui est numéro vert, etc. Nous avons aussi le SMS, qu'on a utilisé d'ailleurs pour être alerte.